Monsieur Fouillet pour une communication sur l'homme politique Vermorel. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. La concurrence avec les belles automobiles et l'apéritif au Beaujolais est forte. Effectivement, on a une certaine perte en ligne. Je vais essayer de m'attacher, durant cette communication, à évoquer Victor Vermorel et sa carrière politique. Victor Vermorel, il est né en 1848. 1848, c'est l'année de la naissance de l'éphémère Seconde République. Victor Vermorel, en 1870, il est soldat durant la guerre. C'est un jeune adulte durant les premières années de la Troisième République, un jeune adulte, un jeune militant. C'est un entrepreneur influent du début du XXe siècle et c'est un homme d'expérience respecté durant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que Victor Vermorel ne va pas se contenter de traverser cette période riche comme un simple spectateur. Il va être de la génération de ceux pour qui l'innovation technologique, les inventions techniques, les découvertes scientifiques ne sont pas différentes et vont de pair avec l'engagement, un engagement par une action sociale et politique. Pour lui, c'est exactement la même chose. Il est aussi un homme de son temps, c'est ce qui a été bien montré tout à l'heure par M. Béatrix, dans le sens où il distinguait le visionnaire industriel déjà en avant sur le XXe, mais un homme de son temps, du XIXe, c'est-à-dire celui d'une foi quasi mystique dans le progrès qui améliore la vie des gens et en même temps, cette vision d'une bourgeoisie industrielle naissante, paternaliste, en tout cas, à minima, avec une vision sociale importante. Et l'objet de cette conférence, c'est donc de comprendre le parcours idéologique et d'engagement d'un homme pour qui tout ce qu'il touche, tout ce qu'il touche doit améliorer la vie de ses contemporains. Finalement, c'est une bonne définition d'un programme politique. Tout d'abord, Victor Vermorel, né en 1848, c'est un jeune homme et un entrepreneur passionné de politique. C'est d'abord un jeune homme curieux. Et à 12 ans, en 1860, son père, qui est un artisan, va croire aux vertus d'une formation intellectuelle approfondie. Et dans ce sens-là, s'il inscrit son fils au lycée de Bourg-en-Bresse, à une époque où le lycée est réservé aux fils de la bourgeoisie, ce n'est pas un hasard. Il croit dans ses vertus intellectuelles. C'est un bon élève, Victor Vermorel. On l'a vu hier dans la présentation d'un des conférenciers. Il obtient un certain nombre de récompenses, à une époque où on récompensait en fin d'année, et il va se distinguer dans des matières aussi diverses que l'allemand, le calcul, la grammaire, l'histoire, la géographie, l'instruction religieuse. On voit donc une culture classique, une culture importante. Mais la finalité de son père, en 1860, quand il le met au lycée, ce n'est évidemment pas de l'éloigner de l'entreprise familiale. Et quand cette entreprise familiale se développe, quand cette entreprise familiale a besoin de lui, le père n'hésite pas à faire quitter le jeune Victor l'année scolaire au milieu de l'année. Et donc en 1864, il va lui demander de revenir. Ce qui d'ailleurs va être au grand regret de ses enseignants qui voyaient en lui un élève prometteur et un jeune homme plein de qualités. Et donc on peut parler de la part du père de Victor et de Victor d'un enseignement novateur, d'une vision novatrice de l'enseignement qui va forger un caractère justement nouveau, puisque c'est une espèce de forme d'alternance qu'il va lui faire suivre, développer toutes ses capacités à la fois intellectuelles et manuelles. Mais ça lui permet aussi de se créer un réseau social, puisqu'en ayant connu la bourgeoisie des lycées, mais également les familles artisanales et ouvrières de l'atelier. Et voilà comment quelqu'un va être baigné et imprégné de ces deux cultures. Victor, dans sa jeunesse, ce qui va aussi le forger, c'est son goût des voyages. Tout au long des conférences, on nous a expliqué qu'il avait beaucoup voyagé, et ça commence tôt, puisqu'à 21 ans, il part seul en Allemagne. On nous l'a dit qu'il part pour travailler, on nous a même cité une de ses lettres qui parlait de « un peu de vache enragée ne me fera pas de mal », c'est exactement ce qu'il recherche. Il recherche une ouverture, l'Allemagne étant déjà un pays de mécanique, un pays dans lequel il pense acquérir des compétences nouvelles, mais également un pays qui va lui permettre, un voyage qui va lui permettre de découvrir une culture nouvelle, une manière de voir nouvelle. Rappelons-nous qu'il avait eu un premier prix en allemand au lycée, il devait avoir ce goût et cette culture pour la langue allemande également. Et donc il part, et quand il visite, il fait quoi ce jeune homme de 21 ans ? Il va visiter une foire, il va visiter une exposition à Karlsruhe, et il va finir par se fixer dans une région industrielle du Bade-Wurtemberg, dans laquelle, dans l'entreprise où il va s'installer, il va pratiquer la plomberie, la chaudronnerie, le tournage, et finalement, il ne cesse d'apprendre. Et le soir, en plus de ses activités professionnelles,
avec les quelques subsides qu'il peut avoir, il va se payer des cours d'allemand, ce qui veut dire que finalement, là encore, son objectif, il est simple, découvrir, apprendre, connaître, comprendre. Et dans une construction intellectuelle et politique, c'est la base de quelque chose qui va donner justement un personnage ouvert à beaucoup de choses. Là encore, son voyage en Allemagne, ce n'est pas un tour de France d'un compagnon, ça ne va pas durer plusieurs années. Au bout de 4 mois, le père a besoin, l'entreprise a besoin de ses services, il appelle le fils, et le fils fait quoi? Il rentre. C'est-à-dire que là encore, il ne faut pas surinterpréter le voyage, il faut simplement voir dans ce voyage en Allemagne un caractère, une force qui a envie de connaître, mais ce n'est pas quelque chose qui va complètement transformer sa vie. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il revient au bout de 4 mois avec une expérience internationale extrêmement rare à l'époque dans la jeunesse industrieuse française. Deuxième point sur lequel on peut parler d'une jeunesse engagée, ça va être sur son engagement patriote. Et dans cet engagement patriote, sa participation à la guerre de 1870, on le verra, son action politique pendant la guerre de 1914-1918 font de Victor un homme profondément patriote, un patriote convaincu. Quelqu'un qui, avec l'âge, va développer ce patriotisme fort. Pourtant, son premier contact avec l'armée, son premier contact avec la conscription, c'est ce contact d'un évitement finalement. Puisque, là encore, un des conférenciers l'a dit hier, depuis la loi Jourdan de 1798, les conscrits sont choisis par tirage au sort, tout le monde ne part pas, et Victor, lui, tire le, entre guillemets, mauvais numéro en 1869. Il a 21 ans, il doit partir. Sauf que la loi prévoit également la possibilité, pour ceux qui en ont les moyens, de payer un remplaçant. Il trouve donc un remplaçant, et son père Antoine investit 1600 francs. Il faut que ce soit bien compris, comme vécu comme un investissement. Il a besoin de ce fils. Ce fils ne doit pas partir dans une époque où, je vous rappelle, que le service militaire oscillait entre 5 ans et 7 ans. Donc quand on part, c'est quelque chose dans une vie qui est extrêmement important, et notamment dans une jeune entreprise qui est en train de naître et d'apparaître. Mais, on vous l'a dit également, 1869, il est remplacé, mais Victor, il est rattrapé par l'histoire. Et le côté militaire, évidemment, pour lui, c'est la guerre. Et la loi de 1868, la loi militaire qui vient d'être votée, elle précise que, quel que soit le numéro qu'on ait tiré lors de la conscription, lors du tirage au sort, on est versé dans ce qu'on appelle la garde nationale mobile. Et cette garde nationale mobile, c'est là où il va être versé. Ce qui veut dire qu'il est mobilisé le 15 août 1870 et il doit partir. Et il part, il participe comme ceux qu'on surnomme amicalement les mobilos, c'est-à-dire les mobiles du Rhône, dans la défense de Belfort. Et dans cette défense de Belfort, on n'en a pas de traces militaires ou d'action particulière de Victor. Par contre, ce qui ressort et ce qu'on ressent à la lecture de ses ouvrages sur cette période, c'est qu'il va en revenir avec un sentiment de camaraderie, une espèce d'amitié forte qui vont faire que notamment il va être dans l'amicale des anciens mobiles du Rhône extrêmement longtemps et qu'il sera toujours présent dans la solidarité vis-à-vis de ses camarades de combat. Quand il revient, il ne perd pas le sens des affaires et le sens de la découverte et de la curiosité, puisque sur le chemin du retour, avant de revenir à Villefranche, il en profite pour traverser Saint-Claude, où il va aller voir une usine qui tourne des pipes. Il en profite également pour aller jusqu'à Grenoble et visiter une cimenterie. Donc voilà quelqu'un qui toujours est dans une recherche intellectuelle, et sa construction philosophique, sa construction idéologique, elle est imprégnée de toutes ces expériences-là. La troisième vision de ce jeune homme, c'est ce que j'ai dit également, c'est que c'est une passion du débat politique. Quand il rentre de la guerre, il est un jeune chef d'entreprise de 23 ans et il commence sa vie publique. Bien sûr, auparavant, il avait une vie de formation, mais il avait une vie qui était sous la tutelle paternelle extrêmement forte. Et cette tutelle paternelle, qui n'est pas ressentie manifestement comme étant quelque chose de gênant, au contraire, va être vue comme étant un modèle. Et je prends dans cette vie publique qui commence, c'est le domaine de la continuité de son père décédé quelques mois auparavant, avant son retour. Puisque notamment, il va intégrer une loge maçonnique. Cette loge maçonnique, en 1871, c'est la même que celle de son père. Donc quand il rentre, il est dans cette continuité spirituelle, intellectuelle, dans une loge maçonnique. Et à ce moment-là, il va suivre dans cette loge ce qu'on appelle les idées dites avancées de l'époque, qui veulent simplement dire à l'époque qu'on est un républicain radical, qui s'oppose aux républicains conservateurs qui vont être en place au début de la Troisième République dans les années 1870 jusqu'à 1876. Et quand il quitte cette loge lyonnaise en 1871, je pense par
facilité d'action, mais également parce qu'il est intégré à la vie sociale caladoise, il fait partie de la loge caladoise à partir de 1873. Je précise également qu'intégrer une loge maçonnique, à cette époque-là, au début de cette toute jeune république, c'est d'abord participer au débat d'idées. C'est d'abord vouloir participer à la construction des institutions. Pour nous, personnes de la Ve République, les institutions de notre vieille République sont extrêmement implantées, incrustées. Quand on est en 1871, 1872 et 1873, on est dans un combat entre d'un côté ceux qui veulent une république et ceux qui n'en veulent pas, des monarchistes. N'oublions pas que le président de l'époque, de la République, MacMahon, est un monarchiste. Donc on voit bien qu'on est dans un combat. Et quand on s'intègre dans la franc-maçonnerie, on va partir du camp des républicains, avec toutes les nuances possibles et imaginables à l'intérieur de ce camp. Il ne faut pas imaginer non plus que c'est monolithique, la franc-maçonnerie. N'oublions pas non plus que la franc-maçonnerie, pour un jeune homme, c'est l'occasion de pouvoir donner son avis et de participer à des débats, alors qu'à l'époque, les élites sont extrêmement resserrées, notamment les élites politiques. Elles sont réservées à des dynasties familiales, et quand on est un jeune homme qui n'a que l'intelligence et son idéologie pour faire connaître ses idées, eh bien, la franc-maçonnerie est un moyen de faire ça. Et puis la dernière chose, quand on est un commerçant, un artisan, la franc-maçonnerie, c'est aussi un réseau. Et notamment, on l'a cité hier et je le répète, en 1876, lorsqu'il fait un voyage à Alger, il est reçu fraternellement par la loge d'Alger, ce qui veut dire qu'il va systématiquement mettre en lien son intérêt économique, son goût pour le débat intellectuel et politique, et puis par son réseau social. Là encore, on parle de réseau social numérique, ils sont bien plus anciens que les réseaux sociaux numériques, les réseaux sociaux tout court. Il faut dire qu'à ce moment-là, outre le réseau maçonnique, Victor y participe à tout ce qui réfléchit, tout ce qui parle, tout ce qui débat à Villefranche. Partout où il y a un débat, il s'y trouve. C'est un passionné de politique. Les quelques textes que j'ai pu avoir, et je l'en remercie grâce à Guy Claudet, qui est effectivement notre mémoire vivante sur Victor Vermorel, grâce à ces textes, on y voit quoi? On y découvre quoi? On y découvre quelqu'un qui est passionné de politique comme il est passionné de tout ce qu'il touche. Donc il va aller à fond. C'est un jeune homme, je pense, extrêmement vif d'esprit et qui veut vraiment aller au bout de ce qu'il croit. Et ces passions de jeune homme le mènent naturellement vers le courant qu'on appelle le radicalisme. Le radicalisme, c'est la frange de la gauche des républicains. Victor Vermorel est un homme de gauche, et si on partait d'une classification qui n'existe pas véritablement, on pourrait parler que c'est un homme d'extrême gauche, en 1872-1873. Et dans cette frange, à Villefranche, il va être proche notamment de l'Association internationale des ouvriers, ce qui va lui amener à avoir quelques soucis avec la justice. En 1872, il est interrogé par la police sur sa proximité avec l'international. Dans ce cadre intellectuel et dans ce cadre de réseau, il est aussi proche de tous les anciens républicains de l'époque de l'Empire. On parlait tout à l'heure de Jugy. C'est un personnage qui va avoir une importance, je pense, très importante dans sa formation politique et intellectuelle. Et c'est quelqu'un, Jugy, qui lui est un républicain d'une époque où être républicain pouvait emmener en prison. Et donc ça veut dire qu'il a cette idée que ce n'est pas gagner la République. Chez Vermorel, on a cette idée-là. Et donc ça veut dire aussi que quand il voit ces gens, il va participer à leurs combats. Et l'un de ces combats, c'est la création notamment de l'Union locale des travailleurs. Donc on parlait tout à l'heure de mouvements sociaux. L'Union locale des travailleurs, il en est un membre, Victor Vermorel, avant qu'elle ne soit dissoute pour des motifs, je cite, d'hostilité au gouvernement conservateur.